Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le pianiste Jean-Claude Van den Eijden. Bonjour Jean-Claude. Bonjour. Alors je résume votre parcours entièrement formé par le légendaire professeur Eduardo Del Puello dès votre entrée au Conservatoire Royal de Bruxelles en 1959 jusqu'à la fin de vos études à la chapelle musicale Reine-Elisabeth en 1965. Vous n'avez que 16 ans lorsque vous êtes proclamé lauréat au concours musical international Reine-Elisabeth de 1964. Soliste hors pair, vous êtes acclamé de New York à Tokyo, collaborant avec de nombreux orchestres et des chefs de renom. Vous êtes également un chambriste admiré par vos pairs. Vous êtes professeur au Conservatoire Royal de Bruxelles et à la chapelle musicale Reine-Elisabeth. En 2004, vous remaniez l'école fondée en 1977 par Eduardo Del Puello en centre musical Eduardo Del Puello et en devenez le directeur artistique. Vous êtes également et régulièrement appelé comme membre du jury du concours musical international Reine-Elisabeth ainsi qu'à d'autres concours internationaux et êtes président d'honneur de la Fondation Chopin. Je vous propose de débuter notre entretien avec le premier mouvement de la fantaisie opus 17 de Robert Schumann. Donc notre invité, Jean-Claude Van den Eijden, en est l'interprète.
Le premier mouvement de la fantaisie opus 17 de Robert Schumann, notre invité, Jean-Claude Van den Eeden, en était l'interprète, un extrait d'un album publié chez le Palais des Dégustateurs. Alors Jean-Claude, venez-vous d'une famille de musiciens? À moitié, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que mon père était pianiste, il avait fait des études d'académie. Et puis la guerre étant survenue, les choses évidemment se sont corsées. Et pour trouver une solution au fameux service du travail obligatoire pour les jeunes gens, il s'est engagé dans un orchestre de musique de jazz. Et il a tourné en Allemagne, où il a d'ailleurs un petit peu survécu aux différents bombardements qui ont, bien sûr, se sont passés à la fin de la guerre. Donc j'ai toujours connu un piano dans la maison, instrument et meuble qui fascine évidemment les enfants dès le plus jeune âge. Donc je me mettais en dessous du piano pour écouter la beauté de cet instrument. J'entendais aussi bien du Gershwin que des valses de Chopin. Et puis, vers l'âge de 5 ans à peu près, il m'a mis sur ses genoux. Il a vu mon intérêt pour l'écoute. Il a commencé à me donner des premières petites leçons de solfège. Il a vu que j'avais une bonne oreille, une bonne mémoire. Et voilà comment les choses ont commencé. Ensuite, je suis entré à l'académie. Ma maman était... je dirais, aimait beaucoup la musique, elle a toujours aimé, mais n'était pas, à proprement parler, pratiquante de la musique classique. Mais elle m'a toujours suivi durant toute mon évolution et avec grande joie de se dire qu'on était parti depuis l'âge de 5 ans pour finalement arriver à ce que vous venez de décrire. Et alors, quels étaient les héros musicaux de votre jeunesse ? Eh bien, il y en avait 3. Le premier, eh bien, c'est un peu ce que j'entendais, pas cette fois-ci au piano par mon père, mais dans les disques qu'on écoutait, les long playing à l'époque, hein, c'était encore les disques noirs. Et c'est d'une part les valses de Chopin avec Dinu Lipati, qui était un grand pianiste roumain, et d'autre part des disques de Errol Garner ou de Jerry Mulligan, ces grands musiciens. Donc c'était déjà du piano. Mais déjà du piano, oui. Jerry Mulligan, c'était le saxophone, je crois. Oui, bien sûr, absolument. Oui. Mais en tout cas, mon père écoutait du jazz très régulièrement, donc mon enfance a un peu bercé dans ces 2 tendances musicales. Et puis, j'ai eu une passion assez vite pour la musique de Debussy, qui s'est concrétisée beaucoup plus tard par une intégrale de Ravel pour la musique impressionniste. Voilà. Et ça m'a toujours attiré. Ce que j'aime beaucoup dans la musique, c'est évidemment la beauté des harmonies, la beauté des mélodies, etc. La beauté du son et des instruments. Mais ce que j'aime dans la musique, c'est parfois plus la couleur que le sentiment. Voilà. Ce qui fait que j'étais très tôt attiré par l'envie de colorer la musique et puis d'y ajouter, bien sûr, un contenu. Alors, vous êtes un pédagogue mondialement réputé. Quel est le message principal que vous aimeriez que vos étudiants retiennent de votre enseignement ? C'est une question délicate et difficile. Je pense que j'essaie de toujours leur insuffler l'amour de la musique. Parce que je pense que c'est une chose qui n'est pas un métier, mais une vocation. Et cet amour de la musique est d'être toujours curieux, d'être toujours à l'écoute d'une évolution, parce que vous savez, en matière artistique, on n'arrive jamais au bout vraiment du chemin, c'est toujours une remise en question permanente. C'est le chemin qui compte. C'est le chemin qui compte plus que d'arriver. Et j'ai essayé de leur insuffler ce goût à la fois de l'écoute, de la recherche aussi, beaucoup, parce que je pense qu'à notre époque, les niveaux, aussi bien techniques même qu'artistiques, ont évolué très fort, à la hausse. On entend maintenant dans les concours, et même des petits concours,
je dirais, des prestations qui sont déjà d'un très très bon niveau. Donc de toujours se tenir à l'écoute de l'évolution, non pas pour rester dans une mode quelconque, mais pour rester actif et curieux dans son évolution personnelle. Alors, je discutais un peu de la même chose avec Martha Argerich, qui disait qu'effectivement le niveau avait augmenté, Oui, mais que les personnalités étaient moins fortes qu'avant. Est-ce que vous oui. partagez ce sentiment? Alors, pas tout à fait. Je pense qu'il y a... c'est vrai que là, vous parlez de quelqu'un qui est un petit peu un monstre sacré. Et il y a des personnalités, mais elles ont un peu plus de mal à s'affirmer. Pourquoi? Parce qu'évidemment, jouer une sonate de Schubert après le passage d'Alfred Brendel ou jouer des concertos de Prokofiev après le passage de Sviatoslav Richter, c'est un peu difficile. Et donc, je pense que c'est vrai, des jeunes, vraiment très jeunes personnalités, j'ai un peu du mal à en trouver. Alors que, évidemment, quand on pense aux personnalités du XXe siècle, les Rubinstein, Horowitz et compagnie, c'est évidemment, ce sont des monstres sacrés. Maintenant, vous savez, la carrière à notre époque n'est plus ce qu'elle était. Même à l'époque d'Argerich, dans les années qui l'ont vraiment mené au pinacle, je pense que les carrières fulgurantes comme ça étaient encore possibles. Je ne suis pas sûr qu'à notre époque ce soit encore faisable, tant les choses changent tellement, tellement vite. Quelqu'un a un succès énorme et puis peut être oublié dans les semaines qui viennent. Donc, tenir dans la durée, c'est ça la difficulté. C'est ça la difficulté, oui. Et c'est pour ça qu'il faut rester en permanence en éveil. Alors, vous êtes membre régulier de jurys prestigieux, notamment du concours musical international Reine-Élisabeth. Qu'est-ce qui vous passionne dans cette activité? Eh bien, c'est d'abord de découvrir justement des jeunes talents, de découvrir tout de même des personnalités. Il y a tout de même des concours qui ont révélé depuis le début, dans les années 30, des personnalités comme Vladimir Ashkenazy ou David Oistrakh. Et puis plus tard aussi, on a eu tout de même des concours. Je me rappelle du concours notamment de la personnalité d'El Bacha, qui était tout de même qui m'a laissé un souvenir très extraordinaire. Et dans un autre style, la personnalité de Volonda, qui, d'une certaine façon, a laissé une trace, mais pas uniquement musicale ou artistique, peut-être. Oui. Alors, quelle qualité vous cherchez chez un candidat? Le fait d'être musicien. Ça se traduit comment pour ceux qui ne pourraient pas le définir? Eh bien, on va dire qu'il y a deux volets. Hein. Il y a le volet évidemment de connaissance de l'instrument. C'est ce qu'on demande d'ailleurs en première épreuve du concours Anne-Elisabeth. C'est quelqu'un qui sait jouer des études, qui a une certaine connaissance technique de l'instrument. Mais moi, quand je dis musicien, ça veut dire que c'est quelqu'un qui a derrière ses capacités techniques, qui les met au service d'une pensée artistique. Et donc qui cherche à s'approcher d'un style, de comprendre le monde d'un musicien et d'être à la fois respectueux du compositeur et en même temps d'avoir un esprit très créatif. Je pense que c'est ça que je cherche dans un concours, quelqu'un qui rassemble l'ensemble de ses qualités. Alors je vous propose à présent de vous écouter dans la transcription pour piano de Blanche Selva du premier choral pour orgue de César Franck. Donc notre invité Jean-Claude Van den Eijden est au piano.
Vous êtes sur Radio Judaïka et vous écoutez Appassionato, votre rendez-vous musical à transcription pour piano de Blanche Selva du premier choral pour orgue de César Franck. Notre invité, Jean-Claude Van den Eeden, était au piano. Alors dites-nous, Jean-Claude, qui était Blanche Selva? Ah oui, je m'attendais à cette question. Eh bien, on ne connaît plus Blanche Selva, mais j'ai évidemment, bien sûr, lu beaucoup. C'était une pianiste française, donc d'origine espagnole, et qui a été considérée à son époque comme une des grandes spécialistes de César Franck. C'est pour ça que j'ai enregistré les deux œuvres sur le même CD. Et en fait, j'ai découvert des critiques à l'époque qui étaient absolument dithyrambiques, mais dans toute l'Europe. Et curieusement, c'était une musicienne, je crois, très profonde, mais qui n'avait pas ce qu'on pourrait peut-être appeler aujourd'hui le sens des relations publiques pour faire une carrière. Donc je pense qu'elle ne s'est pas vraiment préoccupée. Et c'est vrai qu'une fois qu'elle n'a plus joué, elle est un petit peu tombée dans l'oubli. Mais je pense que c'est une personnalité. J'ai écouté ses enregistrements parce qu'elle a quand même, il y a quelques enregistrements qui existent. Elle a quand même donné à la musique de Franck son caractère propre, parce qu'on s'est beaucoup interrogé, est-ce que Franck c'est germanique, est-ce que Franck c'est romantique? Et il y a une particularité de la musique de Franck que je retrouve dans les interprétations de Blanche Selva. J'ai d'ailleurs enregistré un CD récemment de musique belge, dans lequel j'ai mis une toute petite pièce de Franck qui s'appelle Une danse lente, et où j'ai trouvé une édition avec des propositions d'interprétation de Blanche Selva. Voilà. Elle n'a pas connu personnellement César Franck, mais les critiques à l'époque en France reconnaissaient qu'elle avait une grande capacité de compréhension de cette musique, et notamment ces fameux 3 derniers chorals de Franck transcrits par elle-même. Alors donc vous venez avec ce nouvel album César Franck. Oui. Comment en avez-vous conçu le programme? Le programme, eh bien, ça a duré longtemps. Je voulais de toute façon enregistrer Prélude, chorale et fugue depuis de nombreuses années. C'est une œuvre que je travaille depuis l'âge de 15 ans. Alors je me suis dit qu'à mon âge, que je ne vais pas vous donner tout de suite, il était temps peut-être de graver ce que j'avais pu trouver ou ce que j'avais compris de cette œuvre. Le problème, c'était comment l'accompagner. Alors évidemment, il y a les habituels CD qu'on voit avec prélude, chorale et fugue, et puis prélude, aria et finale, et puis prélude, fugue et variation, qui a déjà été fait plusieurs fois. Pour être tout à fait honnête, j'aime moins prélude, fugue et variation, parce que c'est tout de même à l'origine écrite pour l'orgue. On dirait les chorales aussi, mais c'est un peu différent. Par contre, prélude, aria et finale, j'ai moins accroché aussi que prélude, chorale et fugue. Prélude, chorale et fugue, c'est une œuvre qui m'a toujours parlé directement. J'ai essayé de trouver d'autres triptyques de musique française, de Ropart, d'autres compositeurs. Je n'ai évidemment rien trouvé qui arrivait à la cheville de prélude, chorale et fugue. Et puis un jour, c'est mon producteur, donc Éric Rouillet, qui m'a dit, mais j'ai trouvé 3 chorales de Franck transcrits par Blanche Selva, est-ce que ça t'intéresse? Je les ai lus, j'ai trouvé ça extrêmement bien écrit, parce que c'est pas évident de transcrire l'orgue au piano. Extrêmement bien écrit, et en même temps, je me suis étonné qu'elle n'utilisait pas la 3e pédale, qui est une pédale pour soutenir les basses, et qu'on pourrait très bien utiliser un peu comme un pédalier de l'orgue. Parce que je me suis renseigné, j'ai vu que la 3e pédale chez Steinway avait été déjà créée longtemps avant qu'elle pratique sa carrière. Donc elle devait être peut-être au courant, mais elle ne l'utilisait pas. Elle utilisait des systèmes avec des notes qu'il fallait jouer, puis reprendre, etc. C'était un peu compliqué. Donc là, dans l'enregistrement, j'ai tout de même utilisé la 3e pédale de Steinway. Vous faites référence à Éric Rouillet, qui est une personnalité assez singulière, qui a fondé le Palais des Dégustateurs. Oui. Comment avez-vous rencontré ce personnage? Ben c'est par une amitié que j'ai, et que j'ai toujours d'ailleurs avec Gérard Poulet, qui m'a demandé un jour d'enregistrer donc pour ce producteur 2 sonates, la sonate de Franck d'une part, et la sonate d'Albéric Magnard, beaucoup moins connue, mais qui est une œuvre particulièrement difficile pour le piano. Au point tel, je crois que c'est ma chère collègue Anne Kefelec qui avait purement et simplement refusé de travailler cette sonate, trouvait ça beaucoup trop compliqué. Je ne sais pas si c'est une légende ou si c'est la vérité.
Et donc, je devais jouer quelques jours plus tard, après l'enregistrement, la dernière sonate de Schubert, la Doge 960. Et pendant les pauses, j'étais en train de retravailler l'un ou l'autre endroit, et Eric est venu derrière moi, il m'a tapé sur l'épaule, il m'a dit « Mais qu'est-ce que tu joues ?» Alors je lui ai expliqué que c'était la sonate de Schubert. Il trouvait ça d'abord très beau comme musique, bien évidemment. Et c'est là qu'il m'a dit « Mais on va enregistrer cette sonate. » Donc j'ai fait un enregistrement avec les quatre impromptus opus 90, donc Deutsch 899, je crois, j'espère ne pas me tromper. Et là, le disque a eu un très grand succès puisqu'il a reçu un choc dans la revue Classica en France, qui évidemment m'a fait vraiment plaisir. Et puis, l'autre projet, les projets se sont succédés avec Schumann Liszt, dont on vient d'entendre donc le début de la fantaisie. Eh bien, Schumann Liszt, c'était aussi un rêve que je couvais depuis pas mal d'années en me disant, voilà deux œuvres qui sont dédiées l'un à l'autre, la sonate de Liszt dédiée à Schumann et la fantaisie de Schumann dédiée à Liszt. Et je voulais les réunir dans un enregistrement, c'était le deuxième projet. Et puis voilà, César Franck et Blanche Selva, et il a encore d'autres idées en tête, parfois un petit peu fort originales, parce qu'il m'a proposé aussi de faire, peut-être dans les années qui viennent ou dans les mois qui viennent, un disque avec Bach et un compositeur français dont je ne me rappelle plus du nom, je dois avouer, Mignot, je crois, enfin qui était apparemment dans les années 30 aussi un compositeur reconnu et un peu oublié. Je crois que c'est la particularité d'Éric, c'est d'aller dénicher des œuvres qu'on connaît moins bien, même de grands compositeurs comme Charles Koechlin, et d'enregistrer ces pièces-là parce qu'il estime que c'est de la très bonne musique et qu'il n'y a aucune raison qu'on laisse ça dans les oubliettes. Et surtout, voilà. Il a le talent de réunir autour de lui une communauté de musiciens tout à fait exceptionnelle. Oui, donc, oui. Absolument, hein, avec Robert Levin notamment, Hilarian, qui a enregistré pour lui aussi. Oui, vraiment formidable. Oui. Alors Jean-Claude, il est de tradition dans Appassionato de vous offrir le libre choix de nous faire écouter un enregistrement que vous aimez. Qu'aimeriez-vous nous faire entendre ? Eh bien, je voudrais rendre quand même un hommage à celui qui m'a en grande partie mené où je suis arrivé, c'est-à-dire Eduardo del Pueyo. Et je me rappelle que quand il a enregistré à la fin de sa vie les 32 sonates de Beethoven, j'étais allé le voir quelques fois, il me faisait écouter ses enregistrements, et j'étais absolument ébloui et frappé par le mouvement lent de la sonate opus 106 Hammerklavier de Beethoven. Alors on l'écoute maintenant.
Nous venons d'écouter le mouvement lent de la sonate Hammerklavier, opus 106 de Ludwig van Beethoven, interprété par Eduardo Del Pueyo. Il s'agissait du choix de notre invité, Jean-Claude Van den Eijden. Votre rendez-vous musical Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup, Jean-Claude, d'avoir accepté notre invitation. Avec joie. Merci à Clément Villansen d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les mercredis à 14h et les dimanches à 9h. Merci, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.